Ciel, comment ça va? Je vois que ça représente une asso de renom derrière toi là, c'est du haut niveau. Ouais, j'ai un très beau setup. Tu dois être jaloux. Comment commencer cette interview? Pour toi, est-ce que t'estimes que c'est, comme nous les anti-chasse à court, il y a des saisons un peu, tu vois, et genre quand tu dis ah mince, ça va reprendre la saison de la corrida, il va falloir partir au turbin, ou c'est toute l'année pour toi? Non, effectivement, on a aussi des saisons dans la corrida. Le gros de la saison, évidemment, c'est l'été, parce qu'ils aiment bien bronzer dans les arènes. Ouais. Mais en fait, la première de l'année commence souvent en février, dans le sud-ouest, et la dernière est en octobre, novembre, souvent dans le sud-est. En fait, on n'a que 3-4 mois à peine, et oui, puis souvent on en profite pour préparer la saison d'après. Sauf que l'an passé, enfin cet hiver, on n'a pas eu le temps de se reposer, parce qu'on a les aficionados qui ont investi la ville de Paris, les arènes de Lutèce, pour faire des entraînements et des démonstrations de corrida, mais sans animaux. Donc du coup, on est monté à Paris plusieurs fois, on a manifesté, on a rencontré un adjoint au maire de Madame Hidalgo pour essayer de trouver une astuce juridique pour interdire ça, parce qu'en fait, ils ne tuent pas des animaux, il n'y a pas de maltraitance. Donc Ouais, attends, tu peux me dire vraiment ce qu'ils font dans les arènes? Oui, donc effectivement, c'est dans la mairie du 5e, où il y a les arènes de Lutèce, qui sont des arènes qui ont plus de 2000 ans, mais il n'y a pas eu beaucoup de corrida dedans. Il y en a quand même eu, hein, ça fait seulement 100 ans qu'il n'y a plus de corrida à Paris. Et tous les dimanches, il y a un club, une école taurine, un club d'aficionados à Paris qui trouve rien de mieux que de faire des passages de cap. Donc ils font semblant, il y a une personne qui simule le taureau avec des fausses cornes, et puis ils s'amusent à faire des passages de cap et à essayer de recruter des gens du quartier à leur tradition, quoi. Du coup, en fait, ces entraînements-là, il faut savoir que c'est pas simplement des entraînements. Enfin, si, c'est des entraînements, c'est pas simplement des démonstrations, je veux dire, c'est des entraînements. Et l'été, ils se retrouvent dans le sud de la France, dans des élevages, et là, ils tauraient des vrais taureaux, grâce aux entraînements qu'ils ont fait l'hiver à Paris. Donc voilà, à Paris, cette année, on ne s'est pas beaucoup reposé à cause de Paris. On n'a pas réussi à leur faire interdire l'accès aux arènes de Lutèce, mais c'est pas très grave. Par contre, on a eu une très bonne nouvelle, c'est que grâce à eux, on a réussi à faire positionner la ville de Paris comme anti-corrida. Donc on est quand même content du résultat. C'est quelque chose qui était un peu inespéré, qu'on n'espérait même pas, qu'on avait même pas ça dans nos cartons comme idée, quoi. Ouais, d'accord, mais du coup, attends, parce que j'imagine que c'est compliqué à faire interdire, parce qu'il n'y a pas de taureau en fait, et c'est un peu comme si des gamins venaient jouer et avaient une cape rouge, tu vois, et j'imagine que ça passe un peu entre les mailles de toute loi. Tu peux pas dire interdiction des entraînements taurins dans les arènes de Lutèce. Enfin, sur le terrain juridique, vous avez présenté ça comment à la mairie de Paris? C'est justement le problème qu'on a eu, c'est aussi bien nos avocats que ceux de la ville de Paris. On était un peu bloqués parce qu'effectivement, il n'y a pas d'acte délictuel, parce qu'il n'y a pas de maltraitance animale. Faire du prosélytisme d'une activité délictuelle, c'est pas prévu par le code pénal, donc on est un peu embêtés. Mais ils se sont fait régulièrement quand même contrôler par la police municipale. On leur a réussi à leur faire interdire quand même d'avoir des armes blanches pour leur entraînement, donc ça c'est pas mal aussi. Ils venaient avec des armes blanches dans les arènes et ils les sortaient et tout? Oui. Ils avaient la fameuse épée du torero, par exemple, parce qu'elle sert notamment à maintenir la cape un peu droite à certains moments, à certains passages. Donc ils n'avaient pas de banderie, mais ils avaient quand même l'épée, donc ça leur a été interdit. Et puis voilà, quoi. Puis là c'est l'été, donc l'été ils sont dans le sud, donc ils sont pas trop entraînés à Paris. Donc ça va reprendre sûrement dimanche dernier, n'hésitez pas. On a des militants sur place qui surveillent tous les dimanches. Ok. Donc ça va pas tarder à reprendre aussi. Donc voilà, même l'hiver, on est bien occupé du coup. Et la première corrida qui a lieu en février, c'est où, c'est quoi? C'est à Vic-Fezensac, dans le sud-ouest. C'est un petit village, et c'est vrai que c'est une corrida qui est assez réputée dans le monde taurin. Donc même si c'est un petit village, ils arrivent relativement bien à remplir leurs arènes, même s'ils font jamais le plein. Et donc là, il n'y a pas de touristes, hein, c'est vraiment des purs et durs. Hein. Ah d'accord, ok. Et après voilà, ça s'accélère en juin, juillet, août à fond. Puis après voilà, ça se recalme après septembre, octobre, et pour terminer en novembre, quoi. Quels ont été pour toi les temps forts de cette saison là, de cette saison 2025 d'Anti-Corrida? Et pendant que tu racontes ça, je vais essayer d'illustrer avec des articles, des photos et tout. Ah bien, je vais commencer par Paris. Okay. De nouveau encore, c'était cet hiver. C'était en décembre 2024. Les toreros ont rien trouvé de mieux comme idée de faire une genre de cérémonie des Oscars à Paris, dans un grand hôtel, dans un grand théâtre, le théâtre du Gymnase, où ils ont remis des trophées pour le meilleur tueur, le meilleur espoir tueur, le meilleur éleveur de taureaux. Enfin voilà, ils ont fait ce genre de conneries.
Et effectivement, évidemment, pour leur première édition, nous aussi, on a marqué le territoire parce qu'on a fait notre première manifestation devant ce théâtre, qu'on va renouveler d'ailleurs en fin décembre. Donc, si les gens qui sont de la région parisienne, je les invite à nous rejoindre. L'événement est sur la page Facebook du CRAC, par exemple, et de One Voice Île-de-France aussi. Et ça sera le 1er décembre, probablement devant le théâtre du gymnase, le théâtre qu'ils ont accueilli l'an passé. Attends, moi j'ai trouvé un teaser, c'est les Brindilles d'Or, c'est ça? Ouais, c'est ça, les Brindilles d'Or, oui. J'aurais pensé, tu vois, qu'ils auraient fait ça dans le sud, entre eux, un peu en mode identitaire, mais ils font quand même des événements sur Paris. Il y a déjà des clubs de fioc à Paris, donc ça, déjà, eux, ça les intéresse. Puis je pense qu'ils se sont rendus compte avec la PPL de Caron il y a quelques années, qu'il fallait arrêter de se cacher, qu'il fallait se montrer, parce que s'ils voulaient être défendus par les députés, il fallait qu'ils existent. Ah, d'accord. Je pense que ça fait partie de leur stratégie de communication, d'être aussi à Paris. Mais bon, du coup, comme je disais tout à l'heure, grâce à eux, Paris s'est positionné contre la corrida, donc c'est quand même la capitale de la France. Nous on y va effectivement pour médiatiser cette aberration qui existe encore dans notre code pénal qui autorise des corridas dans le sud de la France. Donc ils nous servent d'excuses pour monter à Paris et manifester à Paris. Donc s'ils espéraient être bien vus à Paris, il y aura la contradiction avec les anti-corridas. Et la manif contre les entraînements des corridas dans les arènes de Lutèce, ça a réuni combien de monde? Parce que j'ai vu des images, c'était pas mal. Genre vous avez réussi à remplir toutes les arènes de Lutèce? Oui, enfin toute une tribune, on était 150. Ouais. C'était la marche de clôture de la journée nationale contre la cruauté des corridas qu'on a lancée il y a 4 ans. Donc chaque année, on se réunit un peu dans toute la France. On a déjà 150 manifestations en 4 ans, donc ça commence à bien marcher, notamment grâce au réseau de One Voice qui a beaucoup de militants un peu partout. Et à Paris, effectivement, on a fait une belle marche dans les arènes de Lutèce. On a pu faire des prises de parole. On était bien plus nombreux qu'eux sont que 5 ou 6 quand ils viennent faire leur passe. Ouais. Depuis ce moment-là, vous avez lancé une vigilance, c'est-à-dire que tous les dimanches, vous vous attendez là maintenant à ce qu'ils recommencent à faire ça, et vous appelez les gens du coin, du 5e, à les surveiller, les filmer, et s'ils peuvent les faire dégager, tant mieux. Exactement, ouais. Donc on a des militants dans le quartier qui vont à l'occasion d'une petite balade, ils passent par les arènes et puis ils nous tiennent au courant s'ils y sont ou pas. Ils nous prennent des photos, si la police est passée, enfin voilà. Ok, bien sûr, c'est un... Là, comme c'est l'été. Ok, c'est un appel qu'on peut... L'été, ils y sont pas, donc là, c'est calme. Ok, d'accord. Mais tu t'attends à leur retour bientôt, là? Oui, on les attend. D'accord. Il n'y a aucun souci, on sera là. Bon, si jamais les gens, là, vous faites un tour dans Paris, que vous êtes en mode touriste et qu'il fait beau, et que vous passez un week-end par le 5e, c'est quoi, c'est près de Place Monge, les arènes de Lutèce, non? Allez faire un tour là-dedans, et allez voir s'il n'y a pas ces gugus là, et documentez-les, envoyez ça au crack. On a fait évidemment tout l'été des manifestations dans plusieurs villes taurines du sud de la France. Ça on lâche pas, même si on n'est pas beaucoup, c'est important de déclarer une manifestation, de faire un communiqué de presse, d'obliger la police à prévoir une patrouille ou deux pour protéger, en fait c'est pour protéger les anti-corridas de la violence des pro-corridas. Ouais, j'ai remarqué. Et cette année, en début d'année, on a eu une très bonne nouvelle aussi, on l'attendait pas du tout, on a 5 villes et villages qui ont annoncé avoir de graves difficultés financières à financer les spectacles de tauromachie espagnole. Donc il y en a une qui a directement arrêté. La deuxième, elle a été sauvée par les AFIOC en proposant des toreros et des taureaux pas chers, discount. Ok. Et les 3 autres, c'est un appel à l'aide pour obtenir des subventions publiques l'année prochaine de la mairie, des mairies. Donc là, on essaie on va prendre comme levier les municipales de 2026. Et on va essayer de questionner toutes ces mairies à savoir combien elles donnent d'argent public pour organiser les corridas. Parce qu'il faut savoir que systématiquement, soit ces aides directes, soit ces aides indirectes, les corridas sont subventionnées dans le sud de la France. Alors des fois c'est pas énorme, des fois c'est que 5%, mais dans certains villages ça peut aller jusqu'à 50% du coût de la corrida. J'ai remarqué, c'est important pour vous parce que j'ai remarqué que les corridas c'est un truc qui était sous perfusion en fait. Et s'il n'y avait pas des mécènes constamment dans ce milieu-là, ou alors des thunes publiques, souvent ça s'effondrait parce que le public en soi il suit pas quoi. Oui c'est ça, donc il y a les aides publiques mais aussi des aides privées, souvent qu'on ignore, donc ça peut être des entreprises même locales, qui subventionnent de 1000 euros, mais s'ils sont 5 ou 6, ça fait des sommes importantes, quoi. Et puis on a aussi la PAC, la politique agricole commune, qui subventionne les élevages de taureaux de corrida, sous prétexte que la viande est mangée, donc du coup ils ont le droit à des subventions de la PAC. Et là je
crois que c'est de l'ordre de 200 millions d'euros qu'ils reçoivent par an. Donc c'est assez énorme. Donc tu dis, il y a des présences dans des corridas ou dans des villes taurines pendant tout le long de la saison. Est-ce que genre t'as un exemple, je sais pas moi, d'une petite, un petit rassemblement, tu vois, pour voir à quoi ça ressemble. Je vais chercher sur Facebook un peu des images. Eoz. Donc ça c'est un petit village qui est intéressant parce que ça fait partie des 5 villes qui avaient annoncé avoir des difficultés financières et qui ont été sauvées in extremis par les aficionados. Ils ont dit, vous inquiétez pas, on fait la corrida cette année. Donc en fait ils ont proposé des taureaux et des toreros discount pour maintenir la tradition. Tout ce que j'ai trouvé comme image là, c'est un truc de 2019 de Land Anti-Corrida sur EOS. Et là, bah, pour qu'on voit à quoi ça ressemble, si vous êtes 4 ou 5 et que vous voulez vous opposer à une corrida, ou au moins montrer que les gens sont contre, je veux montrer aux gens à quoi ça ressemble et dire, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, vous déclarez, et évidemment, il faut dépêcher, genre comme dit Cyril, les flics pour protéger plus les anti-corridas que la corrida elle-même. Quoi. Voilà. Alors EOS, ils avaient voulu nous interdire le lieu de manifestation d'ailleurs, et on est allé au tribunal administratif pour casser la décision de la mairie. Et comme il s'était jamais produit aucun incident à EOS, la mairie a estimé qu'elle risquait trop de perdre, donc elle a retiré son arrêté municipal d'interdiction. Donc on a pu manifester où on voulait. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? La belle manif du callback le 15 août, ouais. Puis avec Ménard en plus en guest. Donc Béziers, cette année, c'était plutôt réussi grâce à Ménard qui a beaucoup communiqué dans les médias pour nous insulter ou pour essayer de nous ridiculiser. Ils manifestent, ils ne vont pas nous emmerder au milieu de la feria. Ça finira qu'ils se feront casser la figure. Puis on a aussi PETA, donc ça c'est l'affaire des nonnes. Je ne sais pas si tu as la vidéo, ça tu peux la montrer, je pense qu'elle est sympa, elle est courte. Bien sûr que oui, c'est avec Valérie Bijon habillée en nonne. Oui, voilà, Valérie Bijon, et puis derrière la caméra, Cyril Vossel d'ailleurs. J'étais un des 2 caméramans. Ah, je savais pas ça. Je peux même vous raconter deux petites histoires qui sont passées dans cette manif, enfin dans cette action PETA, qui sont très marrantes. C'est que du coup, la marche de la Vierge a commencé avec du retard. Donc du coup, les nonnes sont arrivées en avance, elles sont restées dans une rue perpendiculaire. Et le photographe de Ménard, qui s'écartait un peu du défilé pour prendre des photos de loin, est tombé sur elle et a demandé à les prendre en photo, en pensant que c'était des vraies nonnes. Donc ça nous a beaucoup inquiétés sur le moment, parce qu'on avait peur d'être démasqués. Et une fois que les nonnes sont descendues à proximité de la marche, là c'est le curé qui est venu voir les nonnes. Et donc là on s'est dit, c'est bon, c'est l'action, les foirée, les planter. C'est clair. Et une des 2 militantes, elle a eu la présence d'esprit de répondre au curé pour dire qu'elle venait de Sainte-Thérèse, parce que le curé demandait « Ah, c'est super que vous êtes là, d'où est-ce que vous venez ?» Alors la militante, elle a répondu « De Sainte-Thérèse ». Et il a dit « Ah, Sainte-Thérèse en Espagne ?» Et puis elle a répondu « Oui, oui, mais je parle pas très bien français. » Hop, la discussion s'est arrêtée, puis la marche a commencé à partir. Si le mec parlait espagnol, c'était fou. Et ouais, c'était qui tout double. Ouais, non, c'était super stressant sur le moment, mais ça a fait une belle action qui a beaucoup fait parler. Et ça annonçait bien la marche qu'on faisait le lendemain, de marche unitaire. Et donc ça a fait la pub de la manif après, gérée par le callback sur Béziers. Et là tu m'as dit, quoi, il y avait plus de 150 personnes, non? À quel niveau le crack aide et participe et fournit son soutien quand c'est une autre asso, tu vois, qui organise? Là c'est le callback, donc c'est la famille, il n'y a pas de souci. Ouais. On fournit une aide technique, matérielle, et puis un soutien à préparer l'action, préparer la mise en scène, communiquer aussi pour essayer de rassembler le plus de monde. Donc on est très proche, en contact permanent avec le callback, notamment pour cette manif. Et puis après le reste de l'année, là on vient comme militant en callback aux autres manifs que Sophie fait. Mais donc cette manif, on dirait que c'était une réussite, il y avait pas mal de monde, malgré les coups de pression de Ménard. Évidemment on n'a pas réussi à sauver les taureaux, de toute façon Il faut savoir que les premiers taureaux qu'on va sauver, c'est pas comme dans la chasse à courre, on peut espérer sauver des animaux, la corrida c'est un peu différent. Les premiers taureaux qu'on sauvera, c'est quand il y aura l'abolition. Ouais. Parce que tous les taureaux qui sont nés aujourd'hui, par exemple, soit ils vont finir à l'abattoir, soit ils vont finir dans les arènes, donc ils sont déjà condamnés. Si jamais on arrive à faire arrêter malheureusement une corrida un jour, les taureaux vont être ou torturés la semaine d'après dans une autre arène, ou ils vont être envoyés à l'abattoir. On n'arrivera jamais malheureusement à les sauver. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence. Il faut arriver à l'accepter. On sait que la corrida est vouée à disparaître, à nous de nous arranger pour accélérer l'histoire. C'est plutôt sur les financements qu'on essaie de jouer, c'est le levier le plus important qui nous apparaît, parce qu'on voit qu'en politique, malheureusement, ça avance pas beaucoup.
Et on sait que sans subvention, il y a les 3/4 des corridas qui vont se casser la gueule. Donc on essaie de jouer là-dessus. Et puis avec les prochaines municipales, d'essayer d'avoir des nouveaux maires qui ne sont pas favorables à ces actes de cruauté sur animaux. Moi, je voulais connaître ce que tu savais du nouveau Premier ministre de ce matin, là, Le Cornu. Si tu avais des infos sur lui vis-à-vis de la corrida, j'imagine qu'il est pour la corrida. On a cherché évidemment dès qu'on a eu son nom, hein, comme je suppose que vous aussi vous avez cherché aussi Ouais. pour savoir un peu plus sur ce personnage. Et on a trouvé que des positions favorables à la chasse, mais rien du tout sur la corrida. Même pendant la D'accord. PPL de Caron, il s'était pas positionné, donc on sait pas. Les voyants sont pas verts, quoi. Comment tu te sens, toi? Et tu peux aussi me parler du moral des troupes en général, du fait de devoir toujours évoluer dans l'adversité vis-à-vis d'un pouvoir qui est toujours contre nous, en fait, et d'être toujours en opposition au pouvoir qui va tout le temps jouer pour nos adversaires. Comment est-ce que ça joue sur ton moral à toi, sur tes stratégies à toi, ton approche, et pour le moral des troupes, des anti-corridas les plus déter qui t'accompagnent? Donc non, on a quand même la chance, je pense que c'est un peu pareil pour la chasse à courre, de savoir qu'on a quand même la population qui est majoritairement, même si elle n'est pas sur le terrain avec nous, elle est opposée à la cruauté des corridas. D'une manière générale, elle est beaucoup plus animaliste, elle est de plus en plus chaque année. Je pense qu'il était beaucoup plus compliqué d'être anti-corrida il y a 20 ans, parce que là, il y avait une majorité des gens qui n'avaient pas vraiment de sensibilité pour les animaux, et la corrida était beaucoup plus ancrée et nombreuse. Aujourd'hui, on sait que c'est qu'une question de temps. Les députés, ils ont 15-20 ans de retard sur la société. Les sénateurs, 30-40. Il faut être un peu patient, malheureusement, et puis attendre qu'ils soient remplacés par des nouvelles générations qui sont plus en phase avec les nouvelles valeurs de la société. Ok, d'accord. Donc ce que tu veux dire, et c'est un peu comme ça que je me sens aussi, c'est que tant que t'as l'appui du peuple derrière, ça va pas t'ébranler, tu vois, moralement ni psychologiquement, parce que tu sais qu'on va dans la bonne direction, et c'est juste ces mecs qui bloquent, quoi. Voilà, on est un peu frustré que ça prenne du temps, que c'est pas encore aujourd'hui qu'il y a une abolition, parce qu'elle paraît tellement cohérente, mais on sait qu'elle va arriver, donc voilà, il faut tout faire pour que ça arrive le plus vite possible, hein, donc. En ce moment, c'est pas sur l'éthique qu'on joue, c'est sur les sous, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'arriver au plus vite possible au bon résultat. Pour l'année parlementaire qui va commencer là, est-ce que vous avez pris des nouveaux contacts? Est-ce que vous avez de nouvelles perspectives, tu vois, parlementaires? Genre, est-ce qu'il y a des nouvelles PPL qui devraient tomber? Est-ce que vous avez un espoir là-dessus, ou est-ce que vous allez vous concentrer sur autre chose en attendant que cette vague réactionnaire passe et que les choses soient bloquées? Non. C'est clair qu'en ce moment, une PPL, ça se travaille sur plusieurs années, donc il n'y a pas suffisamment de stabilité pour en reproposer une autre. Donc c'est pour ça que on va voir déjà le prochain gouvernement, ou même le prochain président. Puis à partir de là, on pourra peut-être se remettre à travailler sur des projets. Des projets, on en a dans les cartons, mais pour le moment, ils sont en stand-by, ou ils étaient portés par des députés qui sont plus là aujourd'hui. Donc c'est un peu du travail dans le vent, donc on préfère un peu comme tout le monde, hein, il n'y a pas que nous, même les pro-corridas, s'ils ont des PPL à faire passer, ils sont dans le flou eux aussi, donc c'est du temps perdu, mais aussi bien pour nos adversaires que pour nous. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà, en attendant, on essaie de vider les arènes, de sensibiliser les gens à la cruauté des corridas. Il y a des choses intéressantes qui devraient arriver dans les mois ou dans l'année qui vient aussi. On n'est pas frustré qu'il n'y arrive pas, on est juste frustré que ce soit lent. Moi, je voulais savoir, question de base, depuis quand est-ce que tu milites et quel a été le déclic pour toi? C'est un peu long, mais je vais essayer de résumer rapidement. Non, prends ton temps, vas-y. Ça a vas-y. commencé à une douzaine d'années, où je me suis d'abord intéressé à mon alimentation pour ma santé. Et donc du coup, logiquement, je me suis intéressé à l'alimentation végétarienne. Puis après l'alimentation végétalienne, en 6 mois, j'ai effectué une transition. Et puis je me suis autorisé à commencer à regarder des vidéos, donc notamment anti-corrida, comme je suis dans le sud. J'essaie de comprendre pourquoi des militants, des fois, risquaient leur vie à sauter dans les arènes pour défendre des taureaux. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ces arènes? Et puis là, j'ai regardé les vidéos, j'ai dit, effectivement, c'est pas très sympa ce qu'ils font aux taureaux. Et je me suis dit que ça suffisait pas de se contenter de regarder son assiette, qu'il fallait aller un peu plus loin, et j'ai commencé à militer comme ça, en fait. Donc d'abord dans un petit collectif de Montpellier. Puis après, j'ai créé mon association qui s'appelle Alliance Éthique, aussi à Montpellier. On a été repéré pour notre travail par L214, donc j'ai été délégué aussi d'L214 pendant plusieurs années.
Et puis après, j'ai été repéré par le CRAC qui m'a dit on a besoin de quelqu'un qui est motivé, est-ce que ça t'intéresserait? Et voilà, j'ai essayé de lutter contre le syndrome de l'imposteur qui touche un peu tout le monde, et j'ai dit oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur Désertion Stream pour la 3e fois. Mais c'est marrant ce que tu dis, c'est que tu as commencé par l'alimentation avant d'arriver aux animaux. C'est un truc que j'entends pas beaucoup, tu vois. Ah oui. J'entends beaucoup le Non, contraire. c'est vrai. On a des militants qui ont tous des chemins différents, mais c'est vrai que le mien est un peu différent, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver au même endroit, quoi. Donc, avant ça, un peu comme tout le monde, j'allais pas taper un chien ou un chat, mais j'étais pas chasseur. Si, quand j'étais adolescent, j'étais chasseur sous-marin, enfin pêcheur, quoi. Mais je chassais au fusil. Mais ça faisait 20 ans que j'avais arrêté, donc on peut pas vraiment dire que c'était une passion pour moi, quoi. Mais voilà, comme la plupart des gens, j'étais contre, mais je faisais rien, quoi. Et puis surtout, j'étais un gros viandard. Mais attends, mais du coup, une fois que t'as commencé à être genre vegan, pas vraiment pour les animaux ou alors de manière secondaire, à quel moment tu t'es dit tiens, il y a aussi ça, enfin comment... C'était quoi le passage à ce moment-là précis? Bah, du coup, je traînais sur les groupes de végétariens pour avoir des recettes, des trucs comme ça, et puis de temps en temps, il y avait des vidéos qui tournaient. Comme je consommais plus d'alimaux, j'ai commencé à m'autoriser à regarder des vidéos d'abattoirs. Je me sentais plus complice de ça. Et après, j'ai dit, ben non, il faut faire plus que... C'est un combat qui mérite qu'on s'y intéresse. Et puis après, voilà, de vidéo en vidéo. Et je me suis formé ma propre conviction que j'étais sur un bon chemin. Et puis du coup, je me suis mis à militer. Ah, tu t'es retrouvé. Diriger des associations de militants. En fait, en changeant ton alimentation, tu t'es retrouvé en contact avec des animalistes de tout poil qui t'ont montré des trucs intéressants. Ah, c'est marrant ça. J'avais jamais vu ça, Ouais, mais ouais. Je me souviens même quand j'étais végétarien, il y avait des véganes. J'ai dit mais jamais je serai vegan. Ils sont trop bêtes. Je disais ça aussi. Ils sont trop virulents. Et puis après, j'ai dit ben non, mais ils ont raison. Donc j'ai dit ben, tant pis, je serai vegan, mais je serai pas. Je serais le bon je serai pas un vegan. méchant vegan, quoi. Ouais. Ah, c'est ce que je me disais aussi. C'est fou, ça, c'est marrant ça. J'avais une autre question. Qu'est-ce qui se passe à Nîmes? À une époque, c'était la ville, quand on parlait d'Anticorrida, c'était Nîmes, tu vois, mais c'était peut-être à l'époque Garrigue et tout. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il se passe plus de trucs à Béziers, ou alors dans le bled à côté de Montpellier où t'es allé mettre le souk là contre le maire qui te déteste là. Mais on entend plus trop parler de Nîmes. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que ça s'est ultra militarisé et c'est devenu impossible de s'approcher d'une arène? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Tu peux nous dire un peu comment ça a évolué? Je pense que c'est multifactoriel. Effectivement, on a la municipalité qui est vraiment très pro-corrida. Ils sont pas juste pro-corrida pour des raisons électoralistes. Hein. C'est vraiment des fans de corrida. Donc ils ont la préfecture un peu avec eux, ils ont les services de police avec eux. Donc c'est très difficile de militer là-bas. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de base militante là-bas. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de One Voice, il n'y a pas de L214. Donc il n'y a même pas un petit noyau qui peut catalyser éventuellement quelque chose. Et après, non, je vois pas d'autres raisons particulières. Non, mais maintenant que tu dis ça, ça me paraît évident. Peut-être qu'il y a trop de sulfite dans leur vin, peut-être aussi. Ça rend fou. Ce week-end, j'étais chez ma sœur qui habite entre Montpellier et Nîmes, dans un village à côté de Sommières. Et donc elle m'expliquait que dans son village, il y avait une espèce de fête qui était souvent investie par les très jeunes, qui s'appelle les fêtes Vauvales ou je sais pas quoi. Et donc c'est vraiment une excuse pour picoler beaucoup et torturer un taureau en même temps. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ça? Alors ça s'appelle, on va dire, c'est les activités autour de la bouvine. Ça regroupe les courses camarguaises, les lâchers de taureaux dans les rues, même les taureaux piscines. En fait, c'est toutes les activités autour du taureau. Oui, c'est ça, taureau piscine, oui. Donc ça, c'est pas un domaine sur lequel on est. Nous, on est vraiment anti-corrida. C'est pas les mêmes taureaux, c'est pas la même tradition. C'est une qui est une tradition chez nous et l'autre qui est une tradition espagnole. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des choses à reprocher à ces pratiques, parce que les chevaux, on les oblige à courir sur le bitume. Les jeunes s'amusent à s'accrocher à la queue, à s'accrocher aux cornes. Il y a quand même un peu de maltraitance, mais l'objectif des gens qui s'adonnent à cette pratique, qu'est la bouvine en général, ne cherchent pas, ils sont bêtes, on va dire, voilà. Ils sont ignorants de la maltraitance qu'ils font, et par contre, ils ne cherchent pas à blesser le taureau. Donc, chez les gens qui aiment la bouvine, il y a des pro-corridas, il y a les anti-corridas. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils
qui corrigent certaines de leurs pratiques. C'est pas les plus graves. Les taureaux sont pas tués, pas blessés. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de... Il les marque au fer rouge, ça c'est quelque chose qui est complètement has-been. Il leur découpe aussi les oreilles au couteau dans les champs, c'est au moment de la ferrade qu'ils font ça. Il y a la castration aussi des taureaux qui est fait à la pince ou par la torsion des testicules, ou des fois même au bistouri, mais sans vétérinaire. Donc ils ont plein de petites pratiques un peu archaïques qu'il faudrait qu'ils corrigent. Et s'ils veulent pas qu'après la corrida, on s'intéresse à eux. Mais pour le moment, notre objectif, s'il n'y a plus de corrida, ce sera plutôt la chasse, qui est quand même un loisir ou qui tue des millions d'animaux, qui est beaucoup plus grave que les pratiques de la bovine. D'ailleurs, on a déjà prévu le CRAC, on garderait les mêmes lettres, hein. Ça deviendrait le comité radicalement anti-chasse. Donc AVA c'est vrai. tenir. Ah merde, vous avez déjà prévu l'avenir et tout. C'est un truc de fou. Oui. Sinon, cette semaine, on a aussi une belle victoire. Sur le CRAC Europe, on s'occupe principalement des corridas, mais on s'occupe aussi des combats coqs dans le nord. Il faut savoir que c'est la même dérogation au code pénal qui autorise les corridas dans le sud que les combats de coqs dans le nord. Et on a une nouvelle déléguée qui s'appelle Laura dans le nord et qui a des combats de coqs chez elle et qui a eu connaissance d'une reprise de combats de coqs dans un endroit qui n'était pas autorisé par la loi. Et donc elle nous a renseigné, elle nous a communiqué beaucoup d'informations et de photos qu'on a transmis à notre avocat qui est Hélène Touy d'ailleurs. On a monté un dossier et le lendemain, l'organisateur s'est retrouvé en garde à vue. Let's go! C'était un peu inespéré de l'autre part, surtout que c'est pas notre combat principal, les combats de coqs, donc on était un peu en terrain nouveau. Il a été présenté l'après-midi devant le procureur. Apparemment, je pense qu'il a dû reconnaître les faits parce qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel fin novembre pour acte de cruauté sur les animaux. Parce que il a fait des combats de coqs dans une zone qui n'était pas autorisée, quoi. Attends, je mets des images de galodrome parce qu'en fait, c'est vrai que c'est dur à imaginer que ça existe encore. Et ça fait vraiment genre truc underground, mafieux un peu, tu vois. Il reste une vingtaine de villes qui en font encore en France métropolitaine, et après il en reste aussi dans les dom-toms. Ça va être un peu plus compliqué. Juridiquement, c'est comme pour la corrida, genre c'est interdit, mais il y a certaines localités dans lesquelles c'est toléré, les galodromes, parce qu'il y a une continuité traditionnelle, c'est ça? C'est exactement le même alinéa qui dispense de sanctions les corridas dans le sud. C'est exactement la même dérogation à l'article 521.1 du code pénal. Il y a One Voice qui a fait une caméra cachée, une enquête cachée début août, je crois, ou fin juillet, et où on voit effectivement les coqs combattre, donc ils meurent pas systématiquement. Par contre, ils ont réussi à documenter le fait que les coqs étaient quand même tués à la fin, enfin en tout cas certains. Notamment, on leur met la tête dans un entonnoir vers le bas, et puis on leur tranche la gorge. Je pense que c'est les coqs, soit quand ils sont trop blessés, soit quand leur propriétaire estime qu'il n'a pas été bon. Des plumes et du sang, enquête de One Voice au cœur des combats de coqs. Voilà, c'est ça. C'est une dinguerie que ça existe encore. Ah non, je veux pas voir tous ces trucs absolument atroces. J'imagine qu'ils ont un raffinement dans la torture que je veux pas. C'est trop, d'accord. C'est trop pour moi. Combat de chien, je savais, mais pas combat de coq. Et si, mon cher Zou, ça existe, c'est ça le truc. Mais plus pour longtemps, parce que maintenant, on a le CRAC avec 2 C. Exactement. Comité radical anti-combat de coq. Et chasse. Et voilà, tout type de combat en fait, tout ce qui est par C, vous le prenez et vous l'interdisez. Très bien, parfait. Anti-con aussi. Anti-con, tout ce qui est, voilà. C'est quoi l'agenda là, à venir là, très bientôt là. Qu'est-ce qui va se passer? On a les Brindilles d'Or en 1er décembre 2025. C'est les fameux awards pour les AFIOC dont tu avais parlé, à Paris, théâtre du gymnase. Et on a surtout, tu as un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est Pérol. Les AFIOC ont fait appel, on passe au tribunal à Toulouse le 18 septembre prochain. On va encore parler de Pérol dans les semaines qui viennent là. J'adore qu'on parle de Pérol, j'adore parce qu'on a toujours des interviews du maire qui parle de toi, qui raconte n'importe quoi. Des astrologistes et animalistes de tout craint. Ça me fait du contenu magique pour Désertion, c'est un personnage récurrent. On adore ce gars. C'est notre ménard local. Rejoignez le CRAC Europe et toutes les autres associations si vous êtes, je sais pas moi, à Béziers ou ailleurs. Mais rejoignez le mouvement anti-corrida, c'est une urgence, d'accord, pour sauver l'âme de l'humanité, ok. Enfin, rien que ça, quoi. Et en plus, les animaux. Bon, ok. Merci beaucoup Cyril pour ce témoignage. Tous les ans, il faut que tu nous fasses un petit bilan et tout de ce qui se passe. C'est grave important ce que vous faites. Merci infiniment. Merci beaucoup, ouais. Merci Anna, et puis je vais me renseigner sur le nom de Torero. Ok, ça marche. Vas-y, pour l'année prochaine, t'as 1 an.